Que vous dire sur Bubble? Eh bien que c'était un film que j'attendais grandement. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'étais tout de suite hypé pour aller le voir. Surtout quand tu voyais les noms qui étaient dessus et qui vendaient beaucoup de rêves. Tu avais Takeshi Obata qui allait faire les designs des personnages. Je rappelle, c'est le mec qui a dessiné Death Note. J'ai le manga, je l'ai pas mis là, mais c'est juste une tuerie en termes de dessin, cet homme. Et le réalisateur Tetsuro Araki est responsable de l'anime Death Note dont il est le créateur, mais également d'Attaque des Titans. Donc oui, le CV, comme ça vend du rêve. Ah oui, la déchéance d'un homme aussi, je voulais pas présenter, mais apparemment c'est très bien. Mais oui, comme beaucoup d'entre vous, Death Note j'adore, donc quand j'ai vu ces deux noms dans la bande-annonce, je me suis dit, ça va vendre quelque chose de lourd. Puis mes attentes ont un peu descendu parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres films que j'ai vus, certains qui m'ont plu, d'autres qui m'ont déplu, ça varie. Et là aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de leur dernier film, Bubble. Que vaut ce film? Voyons ça, mais d'abord parlons de l'histoire de ce film, si tant est qu'il y a une histoire. Dans un Tokyo inondé avec Hibiki qui fait du parcours avec un groupe, les Blue Blaze, il rencontre une jeune fille, Uta, qui lui sauve la vie et qui a des particularités avec des bulles. En gros, c'est l'histoire du film grossièrement résumée. Ouais, mais vraiment, je peux pas vous dire plus sans éviter de vous spoiler parce que le résumé est vraiment super court du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Bubble? Alors déjà, je dois être honnête sur un point avant de donner mon avis. J'ai vu que certaines personnes étaient déçues par rapport à leurs attentes sur Bubble. Et je les comprends tout à fait. Quand on te dit qu'il y a le créateur de l'anime Death Note et de l'anime Attaque des Titans, tu es en droit d'attendre quelque chose d'énorme parce que ces deux animés ont placé la barre très haut. Moi je dirais pas je me suis arrêté au milieu de la saison 1 d'Attaque des Titans tellement j'en avais marre de la communauté. Vous inquiétez pas, je vais reprendre l'animé, hein. C'était juste une question de temps. Death Note je l'ai vu en entier, j'adore. Mais pour autant, est-ce que ce film est mauvais? Clairement pas, non. Bubble, en fait, je comprends pourquoi les gens sont un peu déçus par rapport à ce qu'on a eu avant, mais si vous voulez, pour moi, c'est un peu le syndrome Makoto Shinkai. C'est-à-dire que beaucoup de fans souffrent du syndrome Makoto Shinkai, qui consiste à dire Your Name, ça a été une pépite d'animation, son meilleur film, et les autres films, quand tu les regardes après de Makoto Shinkai, tu te dis ça vaut pas Your Name. Et je pense qu'en fait, Bubble, il souffre du même syndrome. C'est-à-dire que tu connais Attaque des Titans l'animé, tu connais Death Note l'animé, et tu vois ça, et tu te dis oh, c'est pas au niveau des deux précédents, hein. Et pourtant, le film a d'énormes qualités. Plus dans l'exécution que dans le scénario, mais il a quand même des qualités. Il a aussi des défauts dont on va parler. Mais bref, moi j'ai trouvé le film sympathique. Ça se regarde, c'est un bon film d'animation, une belle histoire d'amour. Mais, il y a des problèmes dont il faut parler. Et on va commencer par ça, justement. Concernant les défauts, je commencerai par les personnages secondaires qui ne servent à rien, qui n'apportent rien. Alors, il y en a quand même deux que j'ai appréciés dans le lot, je ne le nie pas. Mais dans la majorité, ils sont oubliables. Par exemple, l'équipe des Blue Blaze, je suis incapable de vous citer leur nom. Même le chef, hein, qui se donne un petit genre, je suis le rival d'Ibiki, je suis incapable de vous dire ce nom en ce moment. Oui, j'ai mes notes à côté, mais je vous dirai pas son nom pour autant. Et les autres membres, bah ils existent. Ils sont là, ils font partie de l'équipe, et c'est tout. Mais ce ne sont pas les pires, parce qu'avec Ibiki, ils essaient quand même de former une espèce de famille, même si Ibiki, il refuse et qu'il est solitaire. Mais le pire, ce sont les fossoyeurs. Ce sont des mecs avec une technologie super fort en parcours grâce à ça, qui parlent avec une voix robotique aussi, parce qu'à ce niveau-là, autant aller jusqu'au bout. Mais en fait, ces mecs, on les fait passer pour des méchants, mais ils n'apportent rien au scénario. En fait, ils sont surtout liés au scénario secondaire, qui est lié au parcours. Et en soi, on s'en fout du scénario secondaire. Dire c'est bien d'apporter un scénario secondaire dans le scénario principal. Et quand le scénario secondaire prend autant de place, ça ne va pas. Limite, t'as plus l'impression de regarder un film d'animation sur le parcours avec des adolescents japonais, oui, parce qu'il me semble qu'ils sont ados, et une histoire d'amour qui se crée dans le lot, quoi. T'as l'impression que l'histoire principale, c'est l'histoire secondaire, et que l'histoire secondaire, c'est l'histoire principale. Je sais pas si je vais me faire comprendre avec cette phrase, mais j'espère que vous aurez compris. Mais en attendant, l'équipe des Fossoyeurs, ils n'apportent rien. On les fait passer pour des pseudo-méchants prêts à tricher pour gagner. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire sur eux, hein. Ils sont juste un cliché de méchants qui servent à rien. Voilà quoi. Donc en termes de personnages secondaires, à mon grand regret, tous oubliables. J'ai même envie de dire que quand ils sont là, t'as envie de dire au film, remets-moi l'histoire principale. Remets-moi Hibiki avec Uta. Moi, c'est ça que je veux voir. Alors après que tu rajoutes un parcours avec les deux, je veux bien. Mais reste concentré sur les deux. Rajoute pas un scénario secondaire qui prend trop de place. Bref, je me suis égaré, je m'excuse, mes personnages secondaires, oubliables, y a rien à dire. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste moi qui ai un problème avec ça, mais pourquoi mettre un opening au début du film? Mettre un opening dans un animé, je peux comprendre, c'est un animé, c'est une série, il faut un générique. Mais est-ce que c'est nécessaire dans un film comme ça? Bon après, je nie pas que j'aime bien certains génériques, hein, mais là on dirait vraiment un opening, et j'ai du mal à voir un opening dans un film d'animation japonais.
Certains diront que c'est un détail et que c'est quand même plaisant. Oui, l'opening n'est pas mauvais, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que c'était vraiment nécessaire de mettre un opening. Moi, je trouve ça bizarre. Après, chacun ses goûts et je comprends que ça soit aimé. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ça fait bizarre. L'histoire secondaire qui prend beaucoup plus de place que l'histoire principale. L'histoire principale, c'est lié à Uta et Ibiki. L'histoire secondaire, c'est le parcours. Eh ben, dites-vous que c'est le parcours qui prend le plus de place alors que ça n'apporte rien à l'histoire. Ça développe Ibiki, je dis pas le contraire, les personnages ont une évolution, hein, mais ça raconte rien cette histoire secondaire. En fait, cette histoire secondaire, elle a plus l'air d'être là pour donner un peu plus de spectacle. Ce qui est pas une mauvaise chose parce que ça donne des qualités au film dont on va parler, mais quand même ça fait une histoire secondaire qui n'apporte rien et tu te demandes qu'est-ce que ça fout là. Un autre problème du film, l'inspiration, parce que je pense que ça ne vous aura pas échappé que ce film adapte en partie l'histoire de La Petite Sirène, roman, je précise, hein, pas Disney, roman, et dans l'ensemble c'est assez voyant, mais ça encore c'est pas problématique, parce que West Side Story, ça se voyait que c'était grandement inspiré de Roméo et Juliette, pourtant les gens se sont pas plaints hein, par rapport à ça. Mais non, le problème ici avec l'inspiration, c'est que ça rend certains éléments prévisibles. Par exemple, que va devenir Uta? Bah si tu connais le conte d'origine et la fin, tu sais ce qui va lui arriver. C'est pas totalement pareil que dans le conte non plus, mais dans les grandes lignes, tu sens que c'est pareil. Ça aurait été bien de nous surprendre un peu avec un truc inattendu, mais là... Je pense qu'ils ont essayé, mais qu'ils se sont dit qu'ils voulaient rester fidèles à l'œuvre d'origine qu'ils adaptent. Sauf que malheureusement, bah, ça rend le sort d'Uta prévisible. Un autre truc avec lequel j'ai du mal dans le film, la tension. Alors, ce qui est étrange, c'est que l'émotion, j'ai été surpris, mais alors la tension, que dalle. À aucun moment j'ai eu peur pour un personnage du film, même pour Ibiki ou Uta. C'est étonnant parce que la tension, je croyais que j'y aurais cru au moins pour les personnages principaux. Et en fait, non. Et enfin, dernier point négatif, le mélange 2D, 3D. Certes, on s'y habitue au bout d'un moment, mais quand même, il y a certaines séquences au début qui font réagir un peu les yeux. Ça pique pas, mais tu te dis, oh, ça gratte un petit peu quand même, hein. C'est quand même pas trop mal fait, on a vu pire, on a vu mieux, mais bon. Voilà, j'ai fait le tour des points négatifs, donc on va pouvoir passer aux positifs. Et je vais commencer par les personnages principaux. Donc on commence par Ibiki, doublé par Gabriel Bismuth, bien aimé. Désolé, je prends mes notes, hein, parce que sinon j'y arrive pas. C'est un jeune homme renfermé qui ne se repose que sur lui-même, qui, je dirais pas ne fait pas confiance à son équipe, mais préfère uniquement se baser sur ses compétences à lui. Et quand on apprend à le connaître, on peut le comprendre. Là où à côté, avec Uta, il va apprendre à s'ouvrir petit à petit, ce qui fait une évolution intéressante du personnage. Mais à part ça, oui, Ibiki est un personnage principal qui se tient ici, et qui est assez attachant. Pas parfait, mais attachant. Même son côté renfermé peut se comprendre par rapport à ce qu'il a traversé. Ensuite, on a Uta, doublée par Lisa Caruso. C'est une jeune fille qui est apparue pour sauver Ibiki, et depuis, elle est apparue et elle est un peu étrange. Mais elle est quand même intriguée par Ibiki et elle aimerait s'intégrer dans l'équipe des Blue Blaze. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire sur elle. C'est une fille assez attachante par sa personnalité, malgré qu'elle soit assez étrange au début. En même temps, tu découvres le monde, évidemment que t'es assez étrange. Mais sa personnalité la rend quand même attachante, surtout dans le fait qu'elle veut aider Ibiki. On se demande pourquoi. Bon, on a des petits indices, vu que... on sait de quelle histoire c'est inspiré, mais ça reste quand même un personnage très attachant. Et on a envie de savoir qui elle est réellement aussi, d'où elle vient et pourquoi elle n'est apparue que maintenant. Ensuite, on a Makoto, doublée par Caroline Victoria. C'est une chercheuse qui fait équipe avec les Blue Blaze, mais qui est surtout là pour étudier les phénomènes météorologiques liés aux toiles d'araignée, que personnellement j'aurais appelé trou noir, mais pourquoi pas, hein, et lié à la gravité qui change et à cette fameuse bulle énorme qui entoure le sommet de la tour de Tokyo. Elle, c'est un peu comme les autres personnages secondaires, c'est qu'elle est pas très intéressante, mais bizarrement, je l'aime bien ce personnage. Ce personnage-là, c'est un des plus attachants du lot. C'est une femme qui s'inquiète vraiment pour les Blue Blaze, un peu comme si c'était leur mère. Même par rapport à Ibiki, elle sait qu'il préfère être de côté tout seul, mais elle essaie quand même de l'aider. Donc oui, Makoto, je valide. Puis même, à part ça, c'est une femme attachante par sa personnalité et par son envie d'aider les Blue Blaze. Après, on a Shin, doublé par Jérémy Bedrun. C'est un ancien membre des Blue Blaze qui est devenu leur entraîneur. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui non plus, mais je l'apprécie, il a de l'expérience, il est attachant, voilà. C'est un bon entraîneur sur lequel les Blue Blaze peuvent compter. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, elle s'appelle Makoto, il s'appelle Shin. Makoto Shinkai. Ah, comme quoi ils se sont peut-être vraiment inspirés de Makoto Shinkai, là. Je sais pas, c'est peut-être moi qui délire, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais je trouve ça drôle comme coïncidence, hein. Makoto, Shin, il manque juste Kai et ça sera parfait, là, pour le lot. En termes d'émotion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que ça surprend. Au début, on s'attend à ne pas être touché, même quand certaines scènes sont un peu mignonnes, on n'arrive pas forcément à être touché. Et puis, dans le dernier acte, là, t'arrives à être touché. J'ai même envie de dire, t'as presque envie de verser une petite larme, tellement la scène en elle-même est bien gérée, bien travaillée.
Bon après, c'est pas parfait, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais moi pour ma part, j'ai failli verser ma petite larme, et je ne regrette pas parce que j'ai réellement été touché par le dernier acte du film. Concernant la VF, parce que oui, je l'ai vu en VF puis en VO STFR, dans les deux cas, c'est de qualité. Que ce soit VF ou VO STFR, les deux versions se valent, les deux versions sont bonnes à regarder. Regardez celle qui vous fait plaisir, parce que je sais qu'il y aura encore des gens qui diront « Oh, la VF, on en est allergique dans les animés japonais, même dans les films d'animation japonais. » Honnêtement, ça varie. Parce que des fois, ça peut être bien, des fois, ça peut être mauvais, ça dépend de ce que tu regardes. Mais là, je dirais que la VF est bonne et qu'elle vaut vraiment le coup d'être entendue. Après, c'est une question de goût, c'est une question de choix. Malgré que ça rende des éléments prévisibles, le parallèle avec l'histoire de la petite sirène est assez bien fait. On sent qu'Uta c'est un peu comme Ariel, que Hibiki c'est un peu le prince, que l'entité ça représente un peu le roi Triton. Bref, on sent qu'il y a de l'inspiration de la petite sirène, mais le parallèle de l'histoire de la petite sirène avec cette histoire d'amour, ça fonctionne. En termes de symbolisme, il y a pas mal de choses intéressantes, ce que représente Hibiki pour Uta, ce que représente ce fameux chant pour Hibiki. Il y a vraiment pas mal d'éléments de symbolisme qui fonctionnent. La mise en scène, rien à redire, elle a été très bien gérée. Quel que soit le plan qu'on voit, on sent que la mise en scène a été travaillée et c'est un régal pour les yeux, tout en comprenant bien ce qui se passe sans avoir besoin d'explications. Sauf dans les moments, bien sûr, où il faut expliquer des phénomènes scientifiques ou je ne sais quoi par rapport aux allitérations. En tout cas, faut dire ce qu'il y a, la mise en scène est travaillée. Concernant le chara-design, Takeshi Obata, j'ai vraiment besoin de dire à quel point le chara-design a été très bien géré. La relation amoureuse entre Hibiki et Uta évolue bien d'une certaine manière. Ils se rapprochent petit à petit d'une manière assez mignonne, à tel point que les deux apprennent l'un de l'autre, ou du moins que ça apporte quelque chose de leur relation à tous les deux. L'animation est somptueuse, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun plan qui est réellement moche, que ce soit dans les couleurs, dans les lumières, dans les dessins en eux-mêmes, dans l'animation qui est fluide, tout est bien dans l'animation. Franchement, à part les quelques moments où je me plains des mélanges 2D, 3D, l'animation est vraiment une des meilleures animations que j'ai pu voir dans un film d'animation japonais. Les musiques sont juste magnifiques. J'adore toutes les musiques de ce long métrage. De ce côté-là, le long métrage est vraiment extrêmement bien géré. Mais surtout, mon moment préféré, c'est quand Uta chante, bien évidemment. Mais toutes les musiques de ce long métrage sont magnifiques. Je pense que ça me donne envie de télécharger tout le soundtrack du film, là. Les costumes, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que ça définit bien les personnages. L'univers est assez intéressant à voir avec ce Tokyo inondé, les parcours que les jeunes font pour vivre, entre guillemets, parce que ça leur permet de gagner des rations pour survivre. Tokyo qui est devenue une ville abandonnée d'ailleurs. Mais oui, cet univers qui est instauré ici dans son métrage est intéressant. Certains éléments sont prévisibles, mais d'autres sont assez inattendus et fonctionnent assez bien, même si ça marcherait mieux dans l'histoire principale que dans l'histoire secondaire, je pense. Question évolution, le seul qui évolue réellement c'est Hibiki, mais il évolue d'une belle manière au fur et à mesure que les choses avancent et de ce qu'il traverse. Et aussi par rapport à Uta. Et la fin, c'est assez surprenant, mais c'est une fin qui fait plaisir à voir, même si on a quand même notre petite larme de tristesse en se disant « Oh, ça aurait pu finir autrement », mais non. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler à part l'origine de tout ça, parce que j'avoue que c'est assez étonnant mais que ça fonctionne. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que alors que Hibiki avait une maladie grave d'hypersensibilité aux oreilles et qu'il n'arrivait pas à entendre correctement sans souffrir, sa mère l'a abandonné dans un institut spécialisé. Enfin abandonné on sait pas mais la mise en scène suggère qu'elle l'a abandonné. Un jour il s'est retrouvé à la tour de Tokyo, il entendait une chanson, puis il a vu une bulle se rapprocher. Et puis, il y a une entité qui s'est énervée, c'est la grande sœur d'Uta, pour ceux qui se posent la question. Elle s'est énervée, et donc elle a attaqué la tour, et quand elle a vu qu'Uta avait sauvé Hibiki, elle a décidé de s'en prendre au monde, et puis après elle s'est concentrée sur Tokyo pour l'inonder. Quand je vous dis que ça rappelle la petite sirène, c'est que c'est pas pour rien, hein. Ça rappelle vraiment la petite sirène, pour le coup. La jalousie de la grande sœur, et même probablement si ça s'inspire de la petite sirène, qui a peur des humains, qui a peur qu'Hibiki soit un humain maléfique ou je ne sais quoi, ça fonctionne ici. Ça explique pourquoi elle a attaqué, pourquoi elle veut détruire le monde des humains, raciste, et aussi pourquoi Uta est arrivée à Tokyo. Elle a dû trouver enfin une occasion en sauvant Hibiki de prendre forme humaine, mais la forme humaine a des conséquences. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Ariel c'était sa voix, il n'y a pas sa langue aussi dans le conte, je sais plus. Et bah elle, c'était juste que Hibiki n'avait pas le droit de la toucher, parce que s'il la touchait, son corps se décomposait en bulles. Et encore une fois, ça reprend vraiment le conte de la petite sirène, mais d'une assez bonne manière. La différence, c'est que là, il n'y a pas de sorcière de la mer, parce que l'entité, c'est pas une sorcière, c'est la grande sœur d'Uta. D'ailleurs, il me semble, dans le livre, elle est même pas maléfique, elle fait juste des affaires. Et sinon, on va parler aussi de comment ça finit entre Uta et Hibiki, parce que c'est vrai que c'est beau. Hibiki est allé à la tour de Tokyo pour aller sauver Uta, ce qu'il a réussi. Uta, à son tour, le sauve de sa grande sœur, ce
qui fait qu'ils plongent tous les deux vers l'eau en essayant de fuir la grande sœur. Et donc Uta se décompose petit à petit, dit à Hibiki qu'elle l'aime, elle disparaît et elle détruit sa grande sœur avec ses bulles à elle. Ce qui fait que la toute dernière séquence du film, quand Hibiki reprend le parcours, tu as une petite bulle qui accompagne Hibiki. Donc Uta est encore là, mais juste elle n'aura plus jamais forme humaine. Bon, au moins elle est pas morte, faut voir le positif, mais la scène reste quand même émotionnellement touchante. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire au final sur Bubble? Que c'est un film fort sympathique que je recommande aux fans de films d'animation japonais qui ne s'attendent pas à quelque chose de très original et de très marquant. Parce que je pense que c'est ça aussi qui a joué sur les attentes des fans, c'est qu'on attendait quelque chose de très marquant et d'original. Je vais citer des exemples, mais Your Name c'est ça, Akira c'est ça, Les Enfants du Temps c'est ça. Et je pense qu'on avait un peu cette attente aussi avec Bubble. Originalité n'est pas signe de qualité, que ce soit dans les animés japonais, dans les films en général, ou même dans les jeux vidéo. C'est pas parce que tu fais quelque chose d'original qu'il est forcément bon, et c'est pas parce que tu fais quelque chose de repris par rapport à un ancien qu'il est forcément mauvais. Non, parce que Boku no Pico, c'est un truc original, et vous allez pas me faire croire que c'est bien parce que c'est original. Même si Bubble n'a rien d'un grand classique de l'animation japonaise, je pense que c'est quand même un film qui mérite d'être soutenu, au moins pour son animation, ses musiques et sa relation amoureuse qui est assez bien développée dans ce film. Après, libre à vous de vous faire votre propre avis, comme d'habitude, moi je ne fais que vous donner le mien, mais Bubble pour ma part, je m'attendais à un coup de cœur au tout début, finalement c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même aimé le film et je vous recommande de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, si vous avez été un peu déçu parce que vous attendiez à mieux que ça, je comprendrai tout à fait et je le respecte. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!